Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS. On va aujourd'hui traiter de l'actualité la plus brûlante, évidemment, qui est de réfléchir un petit peu ou d'exposer quelle est la position, comment est perçue en Amérique latine la guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée par le Hamas le 7 octobre dernier. On va un petit peu voir comment, cette situation tragique est perçue en Amérique latine. D'abord, pour comprendre le sujet, il faut avoir en tête quelques éléments assez importants. En Amérique latine existent de grandes, importantes, nombreuses communautés palestiniennes dans beaucoup de pays, en particulier au Chili. Le Chili qui est le pays où vivent le plus de Palestiniens dans le monde en dehors du Proche-Orient. C'est quelque chose qu'en général on ne sait pas. On pense 350, 400 000 peut-être personnes d'origine palestinienne sont établies au Chili depuis des décennies, puisque depuis les confrontations entre Israël et la Palestine, par vagues successives des flux migratoires palestiniens sont venus en Amérique latine depuis très longtemps, dans plusieurs pays, c'est un petit peu beaucoup de pays, mais c'est surtout au Chili qui sont établis. Et également, il y a en Amérique latine beaucoup de personnalités de confession juive qui vivent dans cette région, en particulier en Argentine, par exemple, où on a la 4e ou la 5e communauté juive dans le monde qui vit en Argentine. Là aussi, on parle peut-être de 400, 500 000 personnes qui font que l'Argentine ou le Chili ont une sensibilité très particulière, bien sûr, aux événements qui ont cours dans cette région, mais c'est vrai dans pas mal de pays, je pense au Brésil, je pense à la Bolivie et d'autres, où ces communautés sont effectivement établies aussi depuis très longtemps. Donc, le conflit israélo-palestinien, pour le résumer ainsi, vit en Amérique latine, dans les sociétés latino-américaines depuis plusieurs décennies, et les événements actuels, évidemment, résonnent de manière assez profonde dans la région. Alors, pour faire un petit peu un tour des positions des pays latino-américains, c'est à peu près en général la même grille d'analyse. La grille d'analyse en Amérique latine sur ce qui se passe, c'est d'être consterné, c'est souvent le mot qui est employé par les chancelleries diverses et variées latino-américaines. On parle de consternation, on condamne, on essaye de mobiliser l'opinion publique sur le fait qu'il faut faire attention, éviter à tout prix l'escalade meurtrière, l'escalade de la violence. C'est dans ces termes souvent que cette guerre désormais est évoquée. Et la plupart des pays latino-américains ont pris des positions immédiatement en demandant finalement la solution politique. C'est souvent autour de la question de la solution politique, de la négociation et des résolutions onusiennes du droit international, en particulier celle de 67, même si beaucoup déplorent peut-être leur inefficacité ou l'impossibilité à se mettre en place, mais c'est évidemment la solution des deux États. C'est le point de départ pour une négociation. En tout cas, ce sont les résolutions de l'ONU et la, position des deux États de 67 qui prévaut et qui domine dans les positions politiques de tous les gouvernements latino-américains. Et c'est dans ce sens-là que les uns et les autres s'expriment depuis plusieurs jours. Alors, quelques positions un peu fortes qui ont été prises. Il y a par exemple celle de Gustavo Petro, le président colombien, qui, lui, considère que dans un pays qui connaît le conflit interne, un conflit militaire sanglant, dont la Colombie sort à peine depuis quelques années, Gustavo Petro considère que, fort de cette expérience de guerre civile, de conflit armé, seul le dialogue et la négociation politique peuvent arriver au bout de ces tragédies, et certainement pas les positions les plus militaristes, les plus violentes. Et c'est ça le cœur du discours du président Gustavo Petro en Colombie, qui exige, qui prône en tout cas la nécessité, et je vais le citer, d'un dialogue de paix qui reconnaisse de manière intégrale l'État palestinien. C'est-à-dire qu'on retombe sur la logique et le logiciel des résolutions onusiennes. Il faut une négociation politique et la seule manière d'en sortir, c'est d'arriver à ce que les droits
de l'État palestinien soit non seulement reconnu, mais soit matérialisé par l'existence d'un État aux côtés de celui d'Israël qui doit être reconnu, et l'existence d'Israël doit l'être aussi par l'ensemble des forces politiques palestiniennes. C'est ça l'idée que porte le président Gustavo Petro. Il déplore également, ce sont ces termes que je cite ici, que le Hamas et la droite israélienne se rétroalimentent dans le sang, et il considère que les logiques, les dynamiques de violence, d'escalade militariste, qu'elles soient celles de groupes armés, extrémistes, qui peuvent recourir aux moyens d'action de la terreur, terroriste, mais que ce soit aussi des politiques militaristes, militarisées d'un État comme celui d'Israël, aboutit finalement à s'auto-alimenter dans des logiques destructrices qui n'ont plus de limites. Et c'est autour de ce constat que le gouvernement colombien prône bien une négociation politique, et à l'instar de ce gouvernement, tous les autres dans la région qui demandent dans l'immédiat un cessez-le-feu, une négociation pour un cessez-le-feu et des couloirs humanitaires à Gaza qui permettent d'éviter l'effondrement, l'écrasement, le bain de sang. C'est un peu ce son de cloche qu'on retrouve un petit peu partout en Amérique latine. Donc les positions fortes de Gustavo Petro ont à voir avec le fait que la Colombie a connu aussi une guerre civile qui s'apparente à un conflit armé, un conflit militaire. Le Chili aussi, du fait qu'il abrite la communauté palestinienne la plus importante d'Amérique latine, je vous le disais, mais aussi la plus importante du monde hors Proche-Orient, eh bien aussi va dans le même sens, et il demande que les droits de l'État palestinien soient reconnus et que c'est la seule solution de sortir de cette situation. L'Argentine, pour sa part, condamne fermement les attentats terroristes du Hamas, à l'instar du Brésil. Là aussi, il y a l'utilisation parfois du vocabulaire, parfois pas. En tout cas, au Brésil, le président Lula a dénoncé les attaques terroristes contre l'Israël. C'est le même cas en Argentine, mais dans les deux cas aussi, ce qui est demandé, c'est une négociation politique comme seule manière de sortir de cet engrenage, et la reconnaissance des droits palestiniens. Tout ça, ça fait partie du patrimoine commun de toutes les déclarations de ces pays-là. Le Brésil a, une fois de plus, une position un petit peu singulière dans la région. Pourquoi ? Parce que le Brésil préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est à ce titre qu'il a convoqué une première réunion d'urgence le 8 octobre, qui n'a abouti à rien parce que, précisément, les membres du Conseil de sécurité n'ont pas réussi à s'entendre sur la condamnation ou la qualification d'actes terroristes dans ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas eu de texte final et d'accord, la réunion a avorté, mais le Brésil a continué cet effort diplomatique, et le Brésil a réussi à organiser une nouvelle réunion qui se tiendra le vendredi 13 octobre, donc à son initiative, une réunion du Conseil de sécurité pour évoquer la situation au Proche-Orient et la guerre entre le Hamas et Israël. Le Brésil va porter un texte qui vise justement à remettre au centre de la question cessez-le-feu, couloir humanitaire à Gaza dans l'immédiat, et puis négociation politique et reprise à partir des bases des résolutions onusiennes d'une solution politique dans la région. Et derrière le Brésil, et le Brésil fait cela en ayant activé sa diplomatie partout en Amérique latine, où de nombreux coups de fil viennent d'avoir lieu entre les différents présidents latino-américains. Par exemple, Lula a longuement discuté avec Gabriel Boric, le président chilien, pour préparer cette proposition d'une nouvelle réunion au Conseil de sécurité. Donc on voit que ce qui est en train de se passer active et mobilise des dynamiques de rapprochement, de coopération au niveau régional, pour que le Brésil porte un peu cette voix latino-américaine et qu'il utilise dans l'espace du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il préside. Et c'est donc quelque chose qu'il va falloir suivre, et donc ce sera un élément, une contribution de plus à la mobilisation internationale autour de ce qui se passe sur place. Un mot pour dire aussi qu'en Amérique latine, du fait de l'existence de ces communautés, soit palestiniennes, soit israéliennes, juives, dans pas mal de pays, à l'inverse, en Israël et en Palestine, il y a pas mal de ressortissants en fait latino-américains, et pour être complet, mentionner aussi que depuis le 7 octobre, eh bien, des rapatriements sont organisés par les pays latino-américains. Par exemple, on sait que 2 Brésiliens ont été pris en otage par le Hamas, au même titre que d'autres communautés nationales, les Français ou d'autres, mais il y a des Brésiliens qui sont pris là aussi. Il y a des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens et d'autres, des Boliviens, etc., qui aujourd'hui eh bien, sont soit en Israël, soit en Palestine, et les armées, en fait, parce que c'est ça à la fin, les forces militaires de tous les pays américains envoient des avions actuellement pour rapatrier leurs ressortissants
dans leur pays. Et dans le cas des otages, certains pays, on sait, sont aussi touchés en Amérique latine. Je pense au Brésil, il y en a probablement d'autres et on le saura probablement dans les jours qui viennent. Donc voilà, au bout d'une semaine, un petit peu comment cette question et cette situation tragique Israël-Palestine, Hamas-Israël, eh bien, impacte l'Amérique latine aujourd'hui, et on essaiera d'y revenir peut-être dans d'autres chroniques. À bientôt.